Alors, moi, j'ai surtout travaillé, comme Bertrand le disait, sur l'histoire culturelle du crime, mais je vais sortir aujourd'hui un peu de mes objets pour aller plutôt vers une sorte de synthèse théorique, sans quitter de vue mes objets parce que les objets précèdent la théorisation et non l'inverse. Alors, c'est important de garder ça à l'esprit pendant la présentation. Lorsque je vais présenter, on va faire beaucoup écho aux questions soulevées hier matin, notamment autour de Castoriadis et des usages problématiques, et des difficultés d'appropriation de sa théorie chez les historiens, puisque je vais refaire en quelque sorte, dans ces grandes lignes évidemment, l'itinéraire intellectuel, si je peux parler ainsi, qui m'a conduit dans les dernières années à reprendre à mon compte le concept d'imaginaire social et à tenter une sorte d'élaboration conceptuelle à partir de mes perspectives. Ce qui veut dire d'abord, donc, à partir de Castoriadis, puisque ça a été ma porte d'entrée, mais aussi en prenant mes distances par rapport à Castoriadis pour les raisons dont on parlait hier et sur lesquelles je vais revenir. Alors, en m'engageant il y a quelques années dans les sentiers de l'histoire culturelle, j'ai découvert à la fois un vaste chantier de recherche, abondamment pratiqué, et un territoire qui, sur le plan théorique, restait paradoxalement, du moins à ma connaissance, assez peu balisé. Loin des approches sérielles, renonçant aussi aux procédures de quantification comme outil privilégié d'élucidation du social, l'histoire culturelle, c'est-à-dire globalement l'histoire sociale des représentations, ou plutôt l'histoire du monde social considéré comme processus infini de production, circulation et transformation de représentation. Bref, l'histoire culturelle, donc, a aménagé, et ce, dès le tournant des années 80, un terrain propice à l'émergence et à la popularisation aussi de la notion d'imaginaire social au sein de l'arsenal conceptuel des historiens. Et les usages d'ailleurs de la notion se sont en effet répandus, signe à la fois de son caractère essentiel, mais aussi du flou relatif qui a pu entourer sa définition. À tel point donc que Pascal Horry, dans son ouvrage sur l'histoire culturelle paru en 2004, présente l'imaginaire social comme l'objet premier de cette discipline, tout en faisant pourtant l'économie de sa théorisation explicite. À tel point encore, comme l'a rappelé Dominique Khalifa hier, à tel point encore qu'Alain Corbin, en 2010, dans le dictionnaire d'histoire culturelle de la France contemporaine, parle de l'histoire des imaginaires sociaux comme d'un type d'enquête historienne qui serait donc bien institué, sans définir non plus pourtant ce qu'il faut entendre exactement par imaginaire social. Le sens de la notion passant un peu pour allant de soi. Or, évidemment, le choix du concept d'imaginaire social n'est pas indifférent puisqu'il a des implications que son élaboration, ou peut-être plus que son explicitation, permet de rendre clair ou visible. D'où les deux questions auxquelles ma communication entend fournir quelques amorces de réponse. Alors d'abord, quelle définition, quelle extension, surtout l'histoire culturelle, peut-elle donner au concept d'imaginaire social? Et deuxièmement, quelles sont les implications de ce choix conceptuel sur les pratiques d'analyse, et sur les pratiques d'analyse des corpus et sur les pratiques de lecture de l'histoire par le fait même. Alors je propose donc aujourd'hui, à partir des perspectives de l'histoire culturelle qui sont à mon horizon général, une sorte de synthèse théorique ou un début de synthèse théorique sur l'imaginaire social, puisque je suis présentement engagé dans une démarche d'élaboration du concept dont je ne vais vous livrer évidemment pour des raisons de temps que les grandes lignes. Mais dans un premier temps, puisque ça a été, je le disais, le point de départ de ma démarche, je vais revenir brièvement à la philosophie de Castoriadis, que les historiens et les littéraires ont généralement peu lu, à juste titre, notamment parce qu'on peine parfois à tirer de ces réflexions ontologiques des concepts opératoires pour l'analyse empirique. La pensée de Castoriadis garde toutefois quelque chose de fondateur pour moi, puisqu'elle a beaucoup contribué, et ce, dès les années 60, à redonner justement à l'imaginaire toute son historicité, et donc en libérant, pour ainsi dire, le concept des approches anhistoriques, issues notamment de la psychanalyse, par exemple, ce qui a ouvert la voie à une approche résolument sociale et historique de l'imaginaire. C'est donc d'abord avec, mais aussi contre Castoriadis, que la recherche historique, du moins telle que je la pratique ou l'envisage, gagne à théoriser le concept. Et le avec et le contre sont tous deux importants ici. Et notamment parce que la manière dont le philosophe va élaborer son concept a des conséquences épistémologiques qui exigent un certain nombre de remarques. Donc, le flou relatif du concept d'imaginaire social chez Castoriadis vient d'abord de ce qu'il sert à désigner deux réalités distinctes, ou plutôt les deux faces, l'une statique, l'autre dynamique, du même phénomène. Le concept désigne parfois donc la production symbolique elle-même, le mouvement donc qui consiste à faire advenir ce qui n'existait pas, autrement dit une force, ou ce que Castoriadis appelle une puissance de création, qui est l'imaginaire social instituant, et donc qui fait qu'il y a une histoire humaine plutôt que rien, qui fait qu'il y a une histoire plutôt qu'une éternelle stagnation du même. Mais le concept peut en même temps désigner le produit de cette production,
donc produit qui se cristallise concrètement à telle ou telle époque donnée dans des institutions, des pratiques, des discours, et que Castoriadis appelle l'imaginaire social institué. Et donc c'est au sens où l'imaginaire désigne une force instituante, partout et toujours opérante, tant qu'on peut parler de l'imaginaire social au singulier, un peu comme le fait Pierre Popovic notamment. Même si de toute évidence, cette force produit en chaque lieu et en chaque temps des ensembles de représentations nécessairement plurielles, c'est-à-dire historiquement et socialement différenciées. Donc, en un mot, à l'unité d'une force instituante correspond une pluralité d'ensembles institués. Or, ce qui définit l'imaginaire social instituant chez Castoriadis, c'est l'idée d'indétermination, principe qui fonde chez lui toute son ontologie du social historique. Le social historique, on en a parlé hier, désignant le fait que les dimensions sociales et historiques, qui sont inextricables, sont, et là je cite Castoriadis, des conditions intrinsèques de la vie humaine. Donc c'est le mode d'être propre des sociétés humaines, comme univers de signification imaginaire, en tant que ces sociétés vont s'instituer en rupture et sans déterminations extérieures, donc en rupture avec la nature première et présociale, dont la société ne reprend des éléments que sous le mode de la reprise créatrice. C'est l'expression que Castoriadis emploie. Il parle d'ailleurs d'un étayage de la société sur la nature, sur une nature qui ne la détermine pas. Donc, pour essayer, avec Castoriadis d'abord, de penser cette idée, de comprendre plutôt cette idée d'indétermination, on peut la confronter, en fait c'est l'exercice que je propose, à l'un des avatars récents du déterminisme, celui par exemple de Frédéric Lordon, qu'il a proposé dans un livre intitulé « La société des affects », où il propose une lecture sociologique de l'action humaine, fondée notamment sur les concepts de Spinoza, et où il définit toute action comme étant causée, c'est le terme qu'il emploie, par les affections que subissent les individus au contact du monde extérieur. Donc, ce faisant, Lordon va étendre l'explication déterministe de l'action jusqu'à l'analyse de la révolte et de l'insoumission, qui sont, selon lui, causées par des affects séditieux. Mais donc, révolte et insoumission, des conduites qui sont traditionnellement associées à la liberté. Et je le cite, à un saut miraculeux hors de l'ordre causal et des déterminations sociales. Fin de la citation. Or, sa démonstration est, à mon sens, très convaincante jusqu'au moment où l'on passe de l'action physique à celui de l'agir symbolique. Et donc, jusqu'au moment où on passe du domaine de l'action physique à celui de l'agir symbolique et imaginaire, où l'explication déterministe va heurter une réalité dont elle ne parvient pas tout à fait à rendre compte. Car même si l'on admet que les affects peuvent déterminer, voire produire directement des actions physiques, on ne voit pas comment, cependant, de l'affectif pourrait engendrer mécaniquement du contenu représentationnel, du contenu symbolique, en l'absence donc d'une faculté de symbolisation et de représentation, au moins partiellement autonome, c'est-à-dire déterminée dans son contenu par rien d'autre que par les contenus historiquement antérieurs qu'elle a déjà produits. Bref, donc, dans la mesure où l'imaginaire instituant, je suis toujours chez Castoriadis, avec lequel je vais prendre mes distances par après. Donc, dans la mesure où l'imaginaire instituant est une force que Castoriadis appelle radicale, donc première et originale au sens où elle ne dérive de rien d'autre, il va élever cet imaginaire au rang de force causale, ce qui va le conduire à rompre, un peu vite parfois à mon sens, avec le principe même de l'explication sociologique et historique, puisque l'imaginaire instituant devient lui-même une cause parmi d'autres, une cause irréductible, dit-il, de l'évolution donc des conceptions et des représentations du monde. Donc, en termes plus techniques, il fait du social historique une forme ontologique ayant son mode d'être propre, et par le fait même, sa théorie de l'imaginaire social va arracher l'histoire aux explications strictement causales, puisque dans sa perspective, chaque nouvelle configuration sociale ou historique ne peut jamais se laisser entièrement déduire de ce qui la précède. Et donc, la seule manière, avance-t-il, d'interrompre la régression à l'infini des explications historiques, par exemple, chaque cause a elle-même sa cause, qui a elle-même sa cause, etc., ce serait donc de postuler l'existence de cette puissance de création qu'il appelle imaginaire social instituant, et qui pour lui appelle moins une explication d'ordre causal qu'une élucidation des contraintes et des conditions sociales et historiques dans le cadre desquelles va s'exercer l'imaginaire. Car s'il n'est pas déterminé au sens fort de l'expression, l'imaginaire est, pour Castoriadis, fortement limité, et notamment par ce qu'il appelle clairement, explicitement, les contraintes historiques. Alors, l'intérêt de cette théorie vient de ce qu'elle redonne à l'imaginaire une historicité qui lui est constitutive. Alors, l'imaginaire est une force dynamique qui fait l'histoire et qui est toujours prise d'ailleurs dans son mouvement. Et donc, de cette façon, sa théorie invite à penser l'histoire de l'imaginaire social, je le cite, comme une tension constante entre l'institué et l'instituant.
une voie dans laquelle s'engage à sa façon l'histoire culturelle, qui vise notamment à retracer la formation et la transformation, bref, le destin historique des ensembles de représentations du monde. En même temps, et là, quelques critiques donc, de la théorie de Castoriadis, en même temps, si elle offre les intuitions théoriques premières, ou disons les fondements théoriques premiers d'une histoire de l'imaginaire, la pensée castoriadienne, et là on le dit abondamment hier, laisse forcément sur leur faim les historiens et les littéraires. Et ça pour deux raisons, me semble-t-il, en tout cas deux principales raisons sur lesquelles je vais me pencher. Des raisons qui s'expliquent par la perspective essentiellement philosophique de Castoriadis, dont le souci, évidemment, est de fonder une ontologie et non pas de faire l'analyse empirique de l'histoire. Donc, le premier problème est d'ordre épistémologique. Dans la mesure où Castoriadis s'intéresse à la société comme un fait ontologique général, sa perspective est totalisante et donc très peu attentive au caractère toujours tendu et pluriel de l'imaginaire social institué. Si l'on se fie aux quelques rares exemples concrets qu'il donne pour étayer d'ailleurs son argumentation, l'imaginaire social serait composé, selon lui, de quelques grandes significations anonymes, comme par exemple l'idée de marchandise, l'idée de nation, l'idée de Dieu, qui sont des exemples qu'il donne fréquemment. Des significations donc qui seraient partagées par l'ensemble d'une collectivité, d'où le fait que Castoriadis définisse l'individu, et je le cite, comme un fragment total de sa société, qui incarne, je le cite toujours, le noyau essentiel des institutions et des significations de sa société. Bref, dans sa perspective, le domaine de l'imaginaire social serait donc celui, en quelque sorte, du commun, celui du collectif anonyme. Or, empiriquement, évidemment, les significations imaginaires sont très diversement interprétées, valorisées et mobilisées par des individus qui sont d'ailleurs, qui sont moins les fragments d'une société abstraite que les fragments de groupes sociaux variés et spécifiques qui œuvrent dans des contextes toujours précis et qui sont d'ailleurs engagés dans des conflits sociaux. Donc, l'imaginaire est donc nécessairement aussi le lieu de la tension, de la fracture et du débat, ce que la théorie de Castoriadis ne permet pas de penser. Le deuxième obstacle est d'ordre, je dirais, terminologique, c'est-à-dire que Castoriadis décrit l'imaginaire social institué comme un ensemble de significations imaginaires. Or, on ne saisit pas toujours bien à quoi renvoie chez lui cette notion de signification, puisqu'il est peu bavard sur la question, mais on comprend à la toute fin de l'institution imaginaire de la société qu'il la prend au sens sémiologique de l'expression, c'est-à-dire essentiellement comme une relation unissant un signifiant à un signifié. Mais lorsqu'on passe donc de la réflexion philosophique à l'analyse historique, cette notion de signification devient à peu près inopérante, puisqu'on n'a jamais affaire aux significations en elles-mêmes, considérées abstraitement, mais bien aux signes, au discours et au langage, bref, aux représentations concrètes, dans leur matérialité même, dans lesquelles ces significations imaginaires sont toujours prises, et on peut même dire plus, hors desquelles ces significations n'existent pas. En fait, c'est ça l'idée, c'est ça le point fondamental. Donc le problème avec certaines formulations de Castoriadis, c'est qu'elles semblent supposer une précédence des significations sur les représentations concrètes, alors qu'empiriquement, signification et représentation viennent forcément ensemble, sans précédence de l'une sur l'autre, puisqu'en effet, ce ne sont pas les significations qui précèdent les représentations, mais bien l'activité sociale de représentation qui mobilise et donne forme aux significations. Donc, Castoriadis rappelle à plusieurs reprises que, par imaginaire social, il n'entend pas les représentations collectives dont parlent historiens, littéraires ou sociologues, mais ce qui est intéressant, c'est que la logique même de son argumentation trahit à quelques endroits une association directe entre imaginaire et représentation collective, puisqu'à chaque fois qu'il sort de sa réflexion ontologique pour donner des exemples historiques concrets, il se met précisément, pour avoir une prise empirique sur son objet, à utiliser la notion de représentation, puisqu'évidemment, ce sont les représentations dans leur matérialité, dans leur spécificité, qui sont observables et analysables. C'est donc en termes de représentation que la recherche historique, comme elle le fait d'ailleurs déjà, doit définir l'imaginaire social comme son objet. Donc, j'en viens, après ce détour, à la seconde partie de mon exposé, sur le sens du concept d'imaginaire social en histoire culturelle. Donc, par imaginaire social, j'entends personnellement, pour ma part en tout cas, l'ensemble mouvant, instable, pluriel de représentations du monde que les individus qui composent une société produisent et font circuler pour donner sens à leur réalité et se représenter non seulement ce qu'est, mais aussi ce que devrait être l'univers qui les entoure. Alors, il y a la dimension descriptive, mais la dimension normative aussi que les acteurs accordent à leur représentation. Donc, cet univers qui les entoure, donc c'est-à-dire évidemment son passé, son présent, son avenir, et dans toutes ses composantes humaines et non humaines.
Et donc, pour affiner ou préciser cette définition encore très, très générale, et donc, en même temps, pour définir plus précisément le champ d'analyse d'une histoire de l'imaginaire telle que je la conçois, du moins à ce stade-ci de mes recherches, on peut énumérer dans une perspective heuristique les 3 principaux traits qui me paraissent caractériser cet imaginaire social. Alors, on pourrait fournir en appui de nombreux exemples historiques, ce que je n'aurai pas le temps de faire. Je vais donc devoir me contenter d'aller à l'essentiel. Donc, premier trait, évidemment, l'historicité intrinsèque de l'imaginaire social, qui n'est jamais un ensemble invariant de représentations, mais un ensemble vulnérable aux transformations historiques et toujours rattaché en divers lieux et en divers temps à des contextes précis et par le fait même à des ressources langagières, sémiotiques, discursives particulières, et aussi bien sûr à des supports matériels, comme Mélodie l'a très bien rappelé hier. Donc, la tension évoquée plus tôt, entre l'instituant et l'institué invite à considérer l'histoire de l'imaginaire social comme le produit, en quelque sorte, d'une force double qui opère dans 2 directions en même temps. Alors, d'un côté, il y a toujours une certaine inertie de l'imaginaire institué qui se cristallise et s'impose aux esprits, puisque dans toute nouvelle production de représentation, il entre toujours et nécessairement une part de reproduction du déjà existant, par laquelle d'ailleurs le discours se stabilise et se pérennise pendant des périodes de temps plus ou moins longues. Et d'ailleurs, c'est peut-être cette inertie de l'imaginaire social qui fait qu'on peut repérer justement des systèmes de représentation relativement cohérents et durables, comme par exemple la figure des bas-fonds urbains qu'a retracé Dominique Khalifa dans l'un de ses derniers ouvrages. Donc, cette inertie qui fait que les représentations s'agglutinent pour former, et là je reprends l'expression de Pierre Popovic, des ensembles organisés en grandes fictions collectives latentes. De l'autre côté, opposé à cette inertie, on trouve une force de transformation qui fait de l'imaginaire social une chose en mutation perpétuelle. Puisque, donc bien sûr, inertie et transformation n'affectent pas au même rythme non plus toutes les représentations, puisque celles-ci n'ont pas toutes la même vitesse d'évolution historique. Certaines sont éphémères, alors que d'autres, on le sait, sont beaucoup moins périssables, comme certains archétypes. Et là, ça rejoint ce que Mme de Martigny disait hier au sujet de l'alliage entre le conjoncturel et l'archétypal. Donc, certaines représentations parviennent non seulement à résister au temps, mais aussi à s'exporter massivement pour franchir les frontières et donc défier les spécificités nationales. Donc, évidemment, ce que j'appelle ici forces, de façon un peu abstraite, ne sont évidemment pas des forces transcendantes, vous l'aurez compris, elles se confondent avec leur truchement matériel, c'est-à-dire avec la production et la diffusion matérielle des discours et des représentations. Et donc, ces forces ne s'exercent en fait que parce que les individus et les groupes qui produisent et colportent les représentations du monde sont engagés dans une vie sociale elle-même en mutation, et d'ailleurs toujours traversée par le politique. Bref, certains groupes peuvent avoir évidemment intérêt, par exemple, à maintenir l'inertie des représentations du monde, alors que d'autres peuvent aussi avoir intérêt à amorcer une transformation. Ce qui m'amène au deuxième grand trait de l'imaginaire social, sa socialité, justement. Donc, ce caractère social des représentations a pour moi une certaine extension et se rattache tout autant à leur origine qu'à leur circulation, leurs objets et leur mode de production. Donc, ces représentations sont sociales d'abord par leur origine, puisque les individus les confectionnent à partir de matériaux langagiers qui s'offrent à eux. Ce qui veut dire d'ailleurs qu'ils peuvent être amenés à relayer des représentations auxquelles ils n'adhèrent qu'imparfaitement, donc dans une adhésion partielle, oblique, ironique ou encore ludique, comme par exemple lorsque certains écrivains jouent avec des topoi littéraires. Les représentations sont aussi sociales par leur circulation, puisqu'elles se diffusent, s'exportent et sont ainsi partagées par un certain nombre d'acteurs. Sociales aussi par leurs objets, évidemment, dans la mesure où elles portent sur des éléments d'un monde commun ou sur une expérience sociale elle-même partagée. Et elles sont sociales, enfin, par leur mode de production, parce qu'elles s'élaborent nécessairement au cours de processus de communication et d'interaction, puisque les représentations, évidemment, sont toujours portées vers l'autre, un produit pour être lu, vu et entendu, ou entendu. Et donc, de la socialité de l'imaginaire social découle son caractère pluriel, car même s'il est parcouru, comme je le disais, par des convergences et des cohérences, l'imaginaire social, du moins tel que je le conçois, ne forme jamais un tout homogène qui serait administré par une cohérence totale et rigoureuse. Donc, il est au contraire traversé par des tensions, par des concurrences, puisqu'en effet, les représentations sont ouvertes aux appropriations et aux contestations. Elles sont vulnérables aux transformations parce qu'elles sont toujours élaborées en réponse à des réalités particulières, telles qu'elles sont vécues et perçues par des individus et des groupes sociaux qui occupent d'ailleurs des positions déterminées dans l'espace social.
D'ailleurs, le contrôle des représentations du monde, perçu comme légitime, est d'ailleurs un enjeu fondamental de pouvoir. Inutile de revenir là-dessus, puisque la sociologie bourdieusienne l'a très bien montré, à mon sens. Dernier grand trait qui me paraît décisif de l'imaginaire social, c'est ce que j'appellerais, à défaut de mieux, sa transmédialité. Et ce que je veux dire par là, c'est que l'imaginaire social, tel que je le conçois, englobe et dépasse tous ces imaginaires sectoriels que seraient par exemple l'imaginaire littéraire, l'imaginaire cinématographique, l'imaginaire politique, etc. Et c'est ici que l'étude de l'imaginaire social en vient à déborder l'analyse du discours. L'étude des grandes masses discursives fait partie de ce qu'on pourrait appeler nos mœurs méthodologiques établies. Et il me semble qu'on a surtout cherché, par exemple de la méthode archéologique de Michel Foucault à l'analyse du discours social de Marc Angenot, il me semble qu'on a surtout et souvent cherché à comprendre le discours en lui-même, travaillant à sa surface, comme disait Foucault, pour le saisir comme un phénomène propre et comme un ensemble de règles du disciple et de l'énonçable. Or, le concept d'imaginaire social implique, me semble-t-il, un déplacement. Dans la mesure où l'imaginaire déborde le domaine du discours verbal, celui-ci ne peut plus figurer dès lors comme l'objet même et unique de l'analyse. Et ce pour deux raisons. D'abord parce que le discours ne peut pas être toujours ni systématiquement tenu pour une voie d'expression directe de l'imaginaire tel que je viens de le définir. Non seulement les individus ne disent pas tout ce qu'ils pensent, mais ils ne pensent pas non plus tout ce qu'ils disent. Comme l'indiquent par exemple les procédés littéraires de mise à distance. On est aussi par exemple des phénomènes topiques comme les formules toutes faites qui passent par exemple de bouche en bouche sans toujours manifester autre chose qu'un tic langagier, ce qui renseigne finalement très peu sur la manière dont les acteurs peuvent se représenter leur réalité. La deuxième raison pour laquelle le discours verbal n'est plus l'objet unique de l'analyse, c'est que la représentation, comme fait sémiologique général, n'implique en elle-même aucun média, aucun type de signe ou support exclusif, mais au contraire les mobilise tous, de façon différente évidemment, puisque les supports et les matérialités n'ont pas les mêmes implications. Mais le fait représentationnel dépasse de loin le fait discursif. En fait, c'est l'idée. Donc, on doit dès lors, pour rendre compte de ce fait représentationnel dans toute sa complexité, lire ensemble donc les divers types, modes, formes, genres de représentation, en tenant compte évidemment chaque fois de leur contexte de production et des contraintes médiatiques et génériques qui les conditionnent ou les orientent. Et il faut même aller plus loin puisque l'imaginaire social, lisible dans tout le matériel sémiotique que produit une société, se manifeste aussi et plus largement peut-être dans des objets produits et consommés, mais aussi dans des pratiques sociales et des comportements, dans des affects et dans ce que les historiens appellent des sensibilités. Donc une pluralité de phénomènes qui doivent être non pas confondus bien évidemment puisqu'ils appartiennent chacun à leur ordre respectif, mais qui doivent être pensés conjointement. Il me semble que c'est un peu le domaine de pensable qu'ouvre le concept d'imaginaire social. Je vais donner en terminant là-dessus un exemple tiré d'une recherche récente pour illustrer ce que je viens de dire. Recherche récente, donc dans le cadre de laquelle j'ai étudié à partir d'une lecture massive de la presse canadienne-française des années 1820-1830, l'émergence et les fluctuations à Québec et à Montréal d'un sentiment d'insécurité historiquement inédit lié à une forte croissance des villes et à la peur d'une nouvelle criminalité urbaine perçue alors comme endémique. Donc pendant ces 2 décennies, le discours journalistique va porter et manifester vraiment très clairement cette peur collective d'être égorgé la nuit par des bandes de rôdeurs, en partie fantasmées évidemment. Donc on voit comment des affects collectivement partagés, dans ce cas-ci une peur palpable, qui est liée d'ailleurs à l'obscurité nocturne de l'espace urbain, phénomène sensoriel d'ailleurs qui n'est pas le même à l'époque qu'à la nôtre, puisque l'éclairage urbain n'est pas celui qu'on connaît aujourd'hui. Alors il faut essayer de se replonger dans cette espèce d'atmosphère sensorielle du temps. Mais donc, on voit comment des affects collectivement partagés, donc ici une peur palpable de l'obscurité nocturne et du crime, comment des affects et des pratiques, puisque ça donne lieu au renforcement des effectifs policiers, on voit donc comment des affects et des pratiques qui s'enchaînent à des représentations collectives de la ville et du crime, donc que porte notamment le discours médiatique, et bien sûr plusieurs romans de la période. Donc des textes français, évidemment, importés en même temps que la presse parisienne, mais aussi des romans canadiens-français. Alors on voit se former une sorte de système corrélé. Oui, je termine là-dessus. Donc on a moins une configuration discursive qu'une configuration complexe où vont se croiser plusieurs ordres de phénomènes, du discours, mais aussi des pratiques, des institutions et des affects. Il me semble que c'est ce type de configuration sociale et historique, et là j'arrête ici,
que la notion d'imaginaire social peut permettre de faire apparaître et d'analyser, contrairement à une notion comme celle de discours social, par exemple. Voilà. Merci beaucoup.